de même les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Madame Capen, regardez ce qui s'est passé. Comment peux-tu expliquer que 10% en 2025, en 2021, 10%, n'est pas 10%, Madame Capen, mais en plus, un déclin en termes de rayonnement, en termes de prestance, de prestige diplomatique et politique dans le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas un désamour, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez parlé de défaite, oui, c'est une défaite. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une défaite sans guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre au sens traditionnel du mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... C'est pas que les Africains pourchassent les Français dans la rue, les insultent dans les rues. Non, non. La défaite est d'autant plus retentissante que les Africains procèdent par raconter simplement ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils ont raconté la France. Ils racontent seulement et prennent le monde en témoin. C'est-à-dire dans une élégance et une maturité historique qui est considérée ailleurs comme de la lâcheté. Parce qu'ailleurs, c'est en d'autres termes que le conflit se poserait. Dans d'autres contextes, on serait en train de les chasser complètement partout. Il n'y aurait plus aucun Français dans un seul pays africain, Madame Capen. Mais la maturité des Africains et leur humanisme, leur humanité fait qu'aujourd'hui, ce scandale historique se pose dans les termes d'un récit, d'un discours au monde, pour interpeller le monde entier, en général, et le peuple français, sur la réalité de la relation qui lie la France et l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier. À partir de là, je fais une première mise au clair. Nous rejetons fermement l'idée qu'il y a une guerre secrète entre la France et la Russie en Afrique. Et par là, procéder à un effacement du mouvement panafricaniste et de la capacité des Africains à écrire leur histoire eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Observez très bien ce qui s'est passé. Pendant au moins 5, 6 ans, 7 ans, le mouvement panafricaniste a changé les relations internationales. Pendant ce moment, ce type ne disait rien. Il était impuissant, abattu. C'est ce qui constate que le pays arrive. Il s'est lancé dans sa fausse réforme de France, de la zone franc, tout ce que... Et il a commencé à proposer, en ramassant ce qu'on appelle la racaille de l'intelligentsia, pour faire de bricolage sur notre mémoire, restitution des objets, des trésors volés, tout ça et consorts. Il a fait un bricolage pour essayer de nous répondre. Écoutez bien, en ce moment-là, il n'a jamais été question du fait que les panafricanistes étaient stipendiés par la Russie. Dites-moi pourquoi pendant peu de 5-6 ans, alors qu'on était au plus fort de la lutte panafricaniste, pourquoi il n'est jamais venu à l'idée de l'autorité française de dire que c'est la Russie qui les stipendie? Pourquoi ça a commencé il y a simplement 2 ans? Pourquoi il y a seulement 2 ans ou 3 ans que le même personnage change de discours, change de rapport, il passe de sentiments anti-français, ça c'est le sommet de Pau, il lance ce concept, le sentiment anti-français au sommet de Pau, lorsqu'il y a les premières manifestations au Mali, il dit, je vais convoquer, je convoque le chef d'État il y a quelques semaines, je vais les convoquer quelques semaines, il faut qu'ils viennent s'expliquer ici sur le sentiment anti-français qui se développe dans leur pays. Les archives existent, on peut les montrer là. Les archives existent. À partir de ce moment, regardez bien l'évolution, parce que nous on dit des choses, on démonte, on instruit. Parce que nous sommes vivants. Nous on porte la vie, on ne porte pas la mort. Donc nous expliquons les choses. On est passé d'abord du silence. On a dit, ignorons-les. Plus ça montait, on est sorti de son silence pour dire, sentiment anti-français, menacer les chefs d'État. Venez vous expliquer ici. Ça va marcher. Il a fallu que la révolution malienne, pour que maintenant, on change de stratégie à l'Élysée pour démarrer une diabolisation du panafricanisme et tout faire pour l'assujettir à la Russie. Et démontrer que non, les Africains ne sont pas capables de porter un grand mouvement historique. Ça, c'est pour l'opinion française européenne. Non, ils sont sous la tutelle de la Russie qui les prête l'intelligence et le savoir-faire russe
pour tenir un discours de ce niveau. Il a jusqu'à dire que nous sommes stipendiés par la Russie, il n'a apporté aucune preuve. Alors que bon, s'il y avait les preuves, quoi de mieux que de nous discréditer auprès de l'Union africaine en sortant les preuves de notre commerce avec la Russie? Rien. Donc nous rejetons ça. Il faut rejeter ça. Pas pour lui répondre, il n'en est pas dit. Il est méprisable, il est vil, ce type. Non, mais pour expliquer, pour dire au monde que non. Le mouvement panafricaniste n'est sous la tutelle d'aucune puissance. D'aucune puissance. Quand les Français traitent avec la Russie sur le plan diplomatique, quand la coopération avec la Russie crée en France près de 200 000 emplois, je dis bien 200 000 emplois, et ça c'était vrai jusqu'à la crise ukrainienne. Écoutez, quand c'est comme ça, les Africains ne sont pas au courant. On ne parle pas de ça. On ne dit pas que non, la Russie, les entrepreneurs français sont stipendiés par la Russie a quasiment mis la France sous tutelle. Vous comprenez? Mais quand l'Europe traite avec la Russie, vous avez appris là dernièrement à la faveur de la crise ukrainienne comment l'Europe est dépendante de la Russie sur le plan de matières premières, non? Une dépendance grave qui fait que aujourd'hui, n'est-ce pas, l'hiver approche, vraiment, nous prions Dieu pour que Dieu ait pitié d'eux et que cette situation s'arrange. Parce que si ça continue comme ça, ben les gens vont mourir là-bas, 2 fois. C'est pas notre souhait. Vous comprenez ça? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance directe grave. Mais ça, c'est normal, hein? C'est très normal. Mais quand les Africains décident de diversifier les partenariats et de nouer des alliances avec les partenaires de leur choix, vous voyez, quand les panafricanistes décident, n'est-ce pas, dans le cadre d'une vision globale de la géopolitique mondiale, de solidariser géopolitiquement avec la Russie, on dit que non, nous on est capable de réfléchir, nous sommes stipendiés par la Russie. C'est peut-être de bonnes guerres, mais il est intéressant de rappeler pour dire que, ce discours est basé sur le mensonge, est basé sur le faux. Il est basé sur le faux. De plus, il est porté par le soi-disant français qui calomnie, qui calomnie les panafricanistes sans avoir la moindre preuve. C'est-à-dire que nous, on aurait pu le traîner en justice pour qu'il réponde de ses actes. Mais il n'est pas digne de ça. C'est lui donner trop d'importance. Quand j'ai dit ça, je passe à un autre niveau. Tout le blablabla qu'il a débité là, il est qui? Je répète. Tout ce blablabla qu'il est venu débiter à cause de la diplomatie et de l'exigence des contraintes de nos États qui font que la diplomatie permet ça. Quand on a fini de faire la diplomatie, maintenant lui là, il est qui? Parce que quand un discours surgit, les exégètes, au-delà de pratiquer une exégèse du discours, font aussi l'exégèse de l'origine du discours. C'est-à-dire que, qui est celui qui émet le discours? C'est aussi important que le discours, Mme Capet. Si un fou parle, on ne s'intéresse pas à lui, on dit c'est un fou qui parle. Si un bandit parle, on dit c'est un bandit qui parle. Si un escroc parle, on dit que c'est un escroc qui parle. Etc., etc. Donc l'origine d'un discours est aussi déterminante que la qualité du discours. En la matière, mais qui parle aux Africains? Qui parle aux Africains? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? C'est-à-dire que nous traiter le divorce objectif, non pas le divorce. La contradiction objective, je dis bien objectif, je parle français, qui fait que nos États, comment on dit ça? Nos États, à cause des contraintes diplomatiques et de certaines réalités de la géopolitique mondiale, nos États sont souvent obligés de prendre des positions qui ne sont pas en phase avec la spontanéité et le caractère direct des positions des peuples. Si ce n'était pas ça, Madame Capin, dans quel pays sauf-voyou-là mettre le pied? Dans quel pays sauf-voyou mettre le pied? Quel pays africain mettre le pied? Et ça a commencé, vous voyez, ça a commencé au Mali, ça va continuer. D'ici 10 ans, je vous le dis, très peu de dirigeants français auront encore la chance d'être accueillis en Afrique. On ne va même pas les accueillir. Sauf qu'il y a une révolution là-bas et qu'il y a des dirigeants qui sont à la hauteur des enjeux de ce moment-là. Mais des trucs comme ça là, on ne les fera pour l'honneur de les accueillir chez nous. Ils ne pourront même pas venir. Vous comprenez? Donc, qui parle? Monsieur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier niveau. Définissant ce truc-là qui est venu chez nous au Cameroun, il dit
c'est dans le Figaro, sans publicité, il dit, c'est un désert d'âme. Non, c'est pas Balakale qui parle. Hein. C'est un désert d'âme. Il dit que ce type-là, c'est un désert d'âme. Quand on dit d'un être humain qu'il est un désert d'âme, ça veut dire que on est en face à une forme humaine, c'est-à-dire une forme humaine vide, il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Personne ne veut être à côté de lui. Parce qu'on est près de lui, soit on veut, c'est-à-dire qu'on est près de lui, on peut perdre son humanité. Il y a une puissance de contagion négative qui dégage de lui. Voilà l'homme qui parle aux Africains. C'est ça, M. Macron. C'est-à-dire, il ose. Voilà l'homme qui vient parler aux Africains. Comment vous venez dans un pays étranger, vous êtes en visite d'État officiel. Vous venez attaquer d'autres pays en pleine conférence de presse. Et vous venez attaquer d'autres pays. Vous les citez et attaquez. Mais vous le faites quoi? Vous êtes en accord avec l'autre pays? C'est ça. Comment on explique ça? C'est la diplomatie, ça? C'est quoi? Si ce n'est pas la sauvagerie, si ce n'est pas le caractère, le désert d'âme, si ce n'est pas, c'est-à-dire que ce truc-là, on ne sait pas comment le qualifier, mais comment on peut se comporter comme ça? Dites-moi ça. Vous venez dans un pays, au Cameroun, vous voulez faire croire au monde entier que c'est en accord avec le président camerounais, que vous venez attaquer la Russie, attaquer la Centrafrique, attaquer le Mali en direct dans une conférence de presse bilatérale. Mais c'est ça. Le patriarche camerounais n'a pas répondu. Il n'a pas joué son jeu. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. On sait très bien, nous savons, on est informé. Que ça s'est très mal passé. Mal passé. Il est venu, c'est lui qui a fait, il l'a dit. Bon, ce que vous doutez encore, il a dit lui-même, dans son propos introductif, que j'ai choisi de commencer ma tournée africaine par le Cameroun. C'est lui qui dit. Donc, il s'est auto-invité, il a supplié pour venir. Il a demandé au patriarche, reçois-moi. Je ne reviens pas sur les antécédents, la manière dont il traitait le Cameroun et son président. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a suffisamment éplugué là-dessus ici. Mais il a demandé à venir. Mais vous demandez à venir, Madame Capen, malgré votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Vous suppliez que je vienne, on vous reçoit. Vous arrivez en pleine conférence bilatérale avec un chef d'État. Vous commencez à attaquer d'autres pays étrangers. Moi, je vais vous dire, si on était notre président qui n'a pas la hauteur due à l'âge du président, il aurait dit, monsieur le président, je vous en prie, cette conférence de presse n'est pas un lieu pour attaquer des pays voisins, des pays étrangers à partir de mon territoire. Vous ne devez pas essayer de créer un incident diplomatique. Donc, à partir de là, Lancapelle, je laisse de côté l'attaque qu'il a fait à Nominem, à l'égard d'Afrique Média, parce que quand il parle de chaînes africaines, il parle d'Afrique Média, il n'y a pas deux chaînes, il parle d'Afrique Média. Bon, nous, il y a longtemps qu'on l'a considéré qu'il n'est pas à notre niveau. On comprend ça. Il n'est pas à notre niveau, il n'a jamais été l'interlocuteur pour nous. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme une hérite, c'est-à-dire un vaurien, un tintin, c'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Mais pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc là. Il n'existe pas, M. Macron. Il n'existe pas. Bon, on est en politique, la diplomatie, d'accord. Mais ok, laissez Afrique Média de côté. Laissez Balakale de côté les autres. Je répète, je parle devant le monde entier. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous venez en visite dans un pays étranger qu'on appelle le Cameroun? C'est une visite bilatérale. Même dans votre programme officiel, vous dites très bien que non, vous venez parler de la lutte contre la faim, le machin alimentaire, lutte contre le terrorisme, tout le blablabla habituel. Et vous arrivez en pleine conférence, vous montez vos employés diplomatiques qu'on appelle RFI et France, vous les montez, et à partir de là, vous lancez des attaques graves à l'égard des pays amis du Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça aussi c'est bien, ça fait du bien parce que ça fait du bien parce que, vous savez, on a souvent dit qu'en Afrique Média, on est violent, on insulte. Alors maintenant, de plus en plus, ceux qui tenaient un palais de discours à notre égard en Afrique sont en train eux-mêmes de tirer les conséquences et de dire que, mais attention, mais ces gars-là, ils ne sont pas violents, ils n'ont jamais insulté. Ils ont ouvert simplement nos yeux sur la nature de ce que nous avons appelé partenaires pendant très très longtemps.
Ils ont seulement ouvert nos yeux.